Il était représentant, il était chef d'un département de recherche et développement associé au trucage, et il disait on devrait tous vous payer des royalties chaque fois qu'il y a un blockbuster qui sort, parce qu'on utilise vos équations pour faire les effets spéciaux avec les fluides. Et des fois, ils utilisent des méthodes de simulation numérique qui ont été mises au point il y a quelques années. Ce sont des équations extrêmement utilisées. Ici, au-dessus, ce sont des équations qui ont été employées par le mathématicien anglais Alan Turing pour tenter de décrire la façon dont les taches se forment sur le pelage des animaux, comme les rayures sur le pelage du zèbre ou les taches sur celui de la girafe. Et c'est un problème mathématique, chimique, biologique compliqué. Il a essayé d'apporter une partie de la réponse avec l'étude de ces équations qui font un couplage entre les processus de diffusion des pigments et les réactions chimiques. Voici donc un petit tour de certaines de ces équations. Et pour revenir à l'équation de Boltzmann, sur laquelle j'ai tant travaillé, Boltzmann, je vous l'avais dit, avait découvert que quand on applique cette équation, qu'une même loi qui s'applique aux statistiques s'applique aussi au profil des vitesses dans un gaz. Ceci semble être la résolution d'un problème important. En science, quand vous résolvez un problème, il y a plusieurs nouveaux problèmes qui surgissent aussitôt, de sorte que le nombre de problèmes ouverts augmente toujours, malgré ce qu'on pourrait croire. Et ici, c'est pareil. Une fois qu'on sait que le gaz va vers un équilibre gaussien, on peut se demander à quelle vitesse il y va. On peut se demander si la production d'entropie est élevée ou basse, en fonction de quels paramètres. On peut se demander combien de temps il faut attendre. Et j'ai travaillé sur ce genre de questions dans ma thèse déjà, sur une conjecture qu'on appelait conjecture Chertiniani, pas aussi importante que l'hypothèse de Riemann, mais c'était quand même une conjecture importante dans la théorie cinétique. Et c'était l'un de mes premiers résultats un peu marquants. J'avais 24 ans, en collaboration avec un chercheur italien de l'université de Pavie, Giuseppe Toscani. Voici donc le genre de choses auxquelles je m'occupais et qui vous montre que Boltzmann a donné du grain à moudre aux mathématiciens. En fait, Boltzmann, il est mort en 1906, persuadé qu'on n'arriverait jamais à observer les conséquences de cette nature atomique de la matière. Et vraiment, c'est tragique, c'est une inspiration considérable. Mark Katz, l'un des grands probabilistes du XXe siècle, a dit que le livre de Boltzmann était l'un des plus importants jamais écrits dans toute l'histoire des sciences. Et ça a inspiré Einstein et Smoluchowski pour faire la résolution du mouvement brownien et pour comprendre que le mouvement brownien était une manifestation de la nature atomique de la matière. Ça a inspiré aussi Jean Perrin pour convaincre, il a écrit son livre Les atomes, pour convaincre tout le monde de l'existence des atomes, qui était jusque-là un objet hypothétique. Ça a aussi inspiré plus tard Shannon, le père de la théorie de l'information. Il ne se posait pas la question de savoir quelles sont les vitesses dans un gaz. Il se posait la question de savoir comment transmettre un message de manière électronique, de manière sûre et la plus économique possible. C'est un problème qu'on utilise tous les jours quand on envoie des SMS et des choses comme ça. Comment communiquer d'une manière sûre et rapide? Et Shannon a introduit une notion d'entropie dans un langage qui vous parle de la difficulté de reconstituer un langage. Et c'est la même formule que l'entropie de Boltzmann. Encore quelque chose qui vous montre que les mêmes objets mathématiques, on les trouve dans des problèmes très différents. Et puis l'équation de Boltzmann, bien sûr, est aussi utilisée par des ingénieurs. Si vous voulez calculer, optimiser la forme de l'aile d'un avion, par exemple, en fonction du gaz qui est dessus, qui va cogner dessus, eh bien vous utilisez l'équation de Boltzmann. Dans certains cas, les moteurs des voitures sont optimisés avec cette équation. Elle rend aussi de grands services aux ingénieurs. Encore une illustration du principe selon lequel un objet purement spéculatif au départ, mathématique, bien plus tard, parfois 150 ans plus tard, se retrouve dans la vie quotidienne, à influencer la technologie. Parfois, cependant, je vais passer celui-ci, il y a très peu de temps qui s'écoule entre le concept mathématique et l'application. Et parfois, le concept mathématique est inspiré par le...
ou la tarification des taxis à Moscou. L'un des premiers spécialistes des calculateurs. Un scientifique convaincu de servir le bien de la société, un économiste aussi de premier plan. Ses grands chefs-d'œuvre ont été dans la théorie mathématique de l'économie, et en particulier son ouvrage de 1959, Le meilleur usage des ressources économiques, qui lui a valu le prix Nobel en 1975. C'était la première fois qu'un mathématicien recevait le prix Nobel d'économie pour des découvertes mathématiques. Il y a eu un autre exemple plus tard, très célèbre, que vous connaissez peut-être. Oui, j'ai entendu. Nash, exactement. Plus tard, Nash a aussi reçu le prix Nobel d'économie pour ses travaux mathématiques sur les équilibres de Nash. Et Kantorowicz a vu sa vie transformée à cause de ceci. Ah, je vais passer ça. Oui, ceci c'est juste pour indiquer aux curieux que l'aventure de Kantorowicz est comptée avec l'aventure de toute l'économie soviétique dans un ouvrage assez étrange que j'ai beaucoup apprécié, Red Plenty, ouvrage de Francis Putford, dans lequel on s'intéresse à l'économie soviétique du point de vue mathématique, et dans lequel le héros est un concept, le concept de planification mathématique, avec Kantorowicz, l'un des héros. Et comme le dit l'auteur dans cet ouvrage, le héros est une idée. Le héros, c'est ce rêve de planification que poursuivait Kantorowicz et les autres, et l'idée qu'avec une économie organisée au mieux, planifiée, on allait pouvoir faire des merveilles. L'histoire n'a pas marché aussi bien qu'il l'aurait voulu, en grande partie parce que l'économie ne se fait pas seulement avec des concepts mathématiques, elle se fait aussi avec des êtres humains. Et l'intérêt des êtres humains n'est pas forcément le même que celui de l'organisation et de la planification. Revenons à Kantorowicz. Sa vie a basculé à cause de ceci, le contreplaqué. Contreplaqué, c'est pas très sexy. Vous prenez des planches de bois, vous les mettez les unes au-dessus des autres, vous pressez, vous collez, et vous obtenez un matériau composite. Pourquoi est-ce que ceci a modifié la vie de Kantorowicz? Parce qu'il y avait une usine de contreplaqué qui, en ce temps-là, était intéressée à augmenter sa production de manière rationnelle et qui est venue lui rendre visite. Ils sont venus le voir, il était jeune, mais il était déjà directeur de son département de recherche, un très précoce Kantorowicz, et ils lui ont demandé comment faire pour optimiser leur production. C'est compliqué parce qu'il y avait du bois comme ceci à découper, du bois comme ça, du bois qui est pris de telle forêt, dans telle autre forêt. Ils ont une machine qui peut découper tel volume de bois, une autre qui peut découper tel autre volume. Il y a plein de combinaisons selon que vous envoyez tout le bois sur telle machine, ou une partie sur la machine numéro 1, une partie sur la machine numéro 2. Bref, il y avait plein de procédures possibles et ils ne savaient pas laquelle choisir devant cet océan de possibles. Kantorowicz a bien voulu les aider à réfléchir. Au début, il ne comprenait pas comment aborder le problème. Et puis il a compris que c'était un problème de programmation linéaire. Programmation linéaire, c'est un problème, on en fait des fois au lycée, un problème dans lequel on a plusieurs paramètres, comme ici M1 et M2, des quantités de production. On veut trouver la configuration la plus favorable, et on a des contraintes. Par exemple, 2 fois le nombre d'unités de la première quantité, plus 1 fois le nombre d'unités de la deuxième quantité, doit être plus petit que 14. Peut-être que ça représente une capacité d'une machine que vous ne pouvez pas dépasser, et ainsi de suite. Et vous cherchez à résoudre parmi tous les possibles qui sont ici, là, en grisé, quelle est la meilleure configuration. Quand vous avez comme ça 3 inégalités, vous pouvez le résoudre à la main, géométriquement. Mais quand vous en avez 100, ou quand vous en avez 1000, certaines compagnies aériennes qui résolvent des problèmes de transport de ce genre-là doivent le faire pour jusqu'à 100 000 contraintes. Vous imaginez le truc, ce sont des calculs considérables. Impossible de le faire s'il n'y a pas une théorie mathématique derrière. Et c'est ça que Kantorowicz a mis en place, une théorie mathématique de la programmation linéaire. Et c'est un problème universel qui s'applique à toutes sortes de choses. Kantorowicz a découvert, par exemple, qu'il lui permettait de résoudre un problème qui avait été posé longtemps avant
par le mathématicien révolutionnaire Gaspard Monge à la fin du XVIIIe siècle. Dans ce problème du transport optimal, on produit des choses, la X1, X2, X3, X4, ce sont des sites de production, je ne sais pas moi, du riz, ce que vous voulez. Et puis on a des sites de consommation, Y1, Y2, Y3, Y4. Et par exemple, il faut fournir les cantines en riz, mais on se demande s'il vaut mieux que ce soit le site numéro 1 qui fournisse le site numéro 2 ou qui fournisse le site numéro 3. Il y a plein de combinaisons possibles là encore pour acheminer le riz vers les cantines. Comment choisir la meilleure, c'est-à-dire celle qui sera la plus économe en carburant dépensé? C'est un problème là encore d'optimisation, un problème économique. On a des contraintes, il faut que le riz aille dans toutes les cantines. On a des contraintes et il faut, compte tenu de ces contraintes, minimiser le coût de transport. Et Kantorowicz comprend que c'est un problème d'optimisation qui rentre dans la catégorie qu'il sait résoudre et qu'il a une théorie mathématique qui va bien avec. En particulier, il est capable de le reformuler sous la forme d'un problème économique avec auxiliaire, que je vous explique ici. Ça, c'est minimiser la somme des coûts de transport du point de départ au point d'arrivée. Maintenant, Kantorowicz, il dit, imaginez qu'il y a un intermédiaire qui se propose à vous, qui va faire le transport lui-même avec ses camions, par exemple. Et il dit que juste, il faut se mettre d'accord sur un prix d'achat et un prix de vente. Au début, vous lui vendez la marchandise, et puis une fois qu'il la livre, on lui rachète. Et le prix d'achat et le prix de vente dépendront de l'endroit. Et pour ne pas vous faire escroquer, vous demandez que la différence entre le prix d'achat et le prix de vente soit toujours inférieure ou égale au coût de transport. Et puis, vous demandez quel est le maximum d'argent qu'il peut récupérer comme ça. Et la réponse, c'est que le maximum d'argent qu'il peut récupérer comme ça, c'est le même coût minimal que vous auriez été prêt à dépenser. Sans insister là-dessus, vous voyez qu'il y a une interprétation économique derrière ça, avec les notions de prix. Et Kantorowicz avait ce rêve de développer une théorie rationnelle, mathématique des prix, dont il pensait que c'était indispensable pour que l'économie tienne bien debout. C'était très dangereux de faire ça. À l'époque, c'était l'idéologie soviétique, communiste, encore même beaucoup plus caricaturale que ce qu'avaient dit Marx et les autres, qui n'étaient pas des imbéciles. Mais c'était appliqué de manière complètement dogmatique. En particulier, il y avait l'idée que dans un prix, il y avait la notion de travail qui a été mise dedans. Et un théorème comme celui-ci était vu avec beaucoup de crainte par les autorités. En fait, c'était le genre de théorème qui pouvait vous conduire directement en prison, voire directement exécuté. À cette époque-là, pour le simple crime d'être un bon économiste, vous pouviez vous faire exécuter en Union soviétique. Ce qui a sauvé Kantorowicz, c'est clairement qu'il était très utile pour certains autres projets, qu'on ne pouvait pas se passer de lui. Mais Kantorowicz a quand même connu, ce qui est rare pour un scientifique, la censure. Interdit de parler de ce résultat en public. Il fallait trouver toutes sortes de périphrases et de circonlocutions. Si jamais il en avait parlé, on lui aurait dit qu'il était un dangereux capitaliste, parce que derrière cette notion de profit maximal, on avait l'impression qu'il y avait le retour du capitalisme. C'est jamais bon quand la science se heurte à l'idéologie. Ça fait jamais bon ménage. En tout cas, Kantorowicz a pu passer à la postérité, et ces problèmes de programmation linéaire, maintenant, on les utilise partout. Voici quelques exemples que j'ai pris sur un tutoriel Internet. Tous ces problèmes extrêmement divers, ils se résolvent par la méthode de programmation linéaire. Ils se ramènent tous au même problème mathématique. Maximiser une quantité linéaire par rapport aux inconnus x sous des contraintes qui sont des inégalités linéaires aussi. On se souvient de ce qu'avait dit Poincaré, toujours la même chose. Mathématiques, donner le même nom à des choses différentes. Et on a des programmes informatiques aussi qui maintenant les résolvent automatiquement ces problèmes. Mais pour avoir les programmes informatiques, il a d'abord fallu comprendre mathématiquement comment le problème est formulé, comment il est posé. Et voilà donc la grande aventure aussi d'un concept qui part d'un problème très concret pour aboutir à quelque chose de très vaste et général. On est parti du concret, le contreplaqué, on est allé au quelque chose d'abstrait, et après ça se retraduit en beaucoup de choses concrètes. C'est souvent comme ça en mathématiques. Alors arrivé à ce stade,
on se dit que finalement, je vous ai raconté 3 histoires différentes. On a commencé avec Riemann, avec les triangles, puis on a continué avec Boltzmann et le désordre des gaz, et puis on a continué encore avec Kantorowicz et l'optimisation économique. 3 histoires différentes, des problèmes différents, hein, des situations physiques ou humaines différentes, des contextes différents, hein, ils ne vivaient pas à la même époque ou pas au même endroit, et des techniques mathématiques différentes aussi. Et pourtant, ces 3 histoires, elles sont liées entre elles d'une manière inextricable dans une certaine théorie. Et c'est la découverte surprenante qu'on a faite, moi et certains collaborateurs, vers le tournant vers les années 2000. Une grande surprise pour ces 3 domaines. Cette aventure, le fait qu'il y ait ce lien inattendu entre ces 3 théories, il n'est pas venu de manière raisonnée, réfléchie. Il est venu par le hasard des rencontres entre personnes. C'est là l'aspect humain qui est important. Dans mon titre, si vous vous souvenez, des triangles, on les a vus, les triangles, des gaz, des prix et des hommes. Parce que la science mathématique est faite avec des rencontres entre êtres humains et que cet aspect, on ne peut pas s'en passer. Et ce n'est pas du tout un processus linéaire, prédictible, la recherche mathématique, scientifique en général. C'est un processus très chaotique. Certains pensent que peut-être c'est comme ça. Ça, c'est un dessin que j'ai repris d'un blog. Hein, on réfléchit dur, on lit ce qu'ont fait les autres, on réfléchit, et on résout le problème. On a le prix Nobel. C'est pas comme ça que ça marche. C'est plutôt comme ça, là. Allez, on se pose la question, on prend le PFI, on lit, on fait « Ah, il y a un truc qui se produit qui ne marche pas, comme un instrument qui casse, mince alors !» On recommence, c'est pas comme « Ah, des résultats extraordinaires !» Et puis finalement, c'est de la dope complète, alors on recommence, on lit, etc. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Non, oui, on réfléchit, ah oui, c'est bizarre. Ouh, ça y est, ça marche. Et alors, vous découvrez qu'on a déjà découvert ça il y a 50 ans. Oh, et puis de temps en temps, là, vous y arrivez. C'est un peu comme ça, la recherche scientifique. Mais, sauf que, il faut imaginer qu'en plus, il y a les autres collaborateurs à qui il arrive la même chose et que toutes les histoires des différentes personnes sont mélangées, comme un réseau de ces choses-là. Et très souvent, la découverte mathématique, elle va se faire par hasard parce que vous discutez avec quelqu'un, et vous dites, ah bon? Et puis sans que vous vous y attendez, il y a une découverte qui se fait. Un processus chaotique. Et dans le cas de cette histoire-là, ça n'a pas échappé à la règle. En particulier, 2 rencontres fondamentales pour moi. L'une avec mon collaborateur allemand, Félix Otto, à la fin des années 90. Et à cette époque-là, il était en poste à Santa Barbara. Non, il était à Leipzig. Et puis une autre avec John Lott, mon collaborateur américain, en 2004 à Berkeley. Ça, là, c'est le campus de Berkeley, l'université de Californie. Un très beau campus, un beau soleil toute l'année, ou presque. Les étudiants heureux, certains des meilleurs mathématiciens de la planète dans cette université. Et puis le bâtiment, ici c'est le bâtiment de mathématiques, connu pour sa laideur. Et vous le voyez, quand vous arrivez, tout le monde connaît le Evans Hall parce qu'il est tellement laid. Et puis une fois que vous y êtes, vous comprenez qu'il n'est pas seulement laid, il est mal conçu. De sorte que les gens ne se rencontrent jamais, c'est comme des couches horizontales qui ne se parlent pas. Un bon bâtiment de science, c'est un bâtiment dans lequel les gens se rencontrent sans même y penser. Ils se cognent les uns les autres et tout ça. Et là, ce n'est pas le cas. Et alors, j'étais à Berkeley en 2004, assistant professeur, invité, avec de bonnes conditions. Invité du Miller Institute, pas d'enseignement, pas de tâches administratives. Tout ce que j'avais à faire, c'était une fois par semaine participer à un déjeuner. Et préparer, une fois dans l'année, je prépare un exposé pour les autres membres du déjeuner, là, une demi-heure d'exposé. C'était pas mal. Et pour ce travail, on me payait 3 fois mon salaire français.
C'était bien. Et pourtant, j'étais pas tellement heureux parce que je m'ennuyais là, dans ce bâtiment où il se passait rien. Alors vous savez qu'il y a plein de super mathématiciens, mais il se passe rien, vous êtes dans votre bureau. Et puis un jour est arrivé celui-là, John Lott. Et lui, il n'était pas à l'université de Berkeley à cette époque, il visitait un institut de recherche qu'il accueillait pour une courte période à côté, le Mathematical Sciences Research Institute, en haut de la colline, un peu plus loin. Et donc il passait par là, et puis il est arrêté. Ah, Villani est là. Ah oui, ben, il avait lu mon travail avec Félix Otto. Il est venu me rencontrer. Et puis il a tapé à ma porte et tout. Bonjour, je suis John Lott. J'ai lu votre article avec Otto. Il y a de l'entropie, il y a de la courbure qui est cachée derrière. C'est très important. On va s'en servir pour résoudre des problèmes de géométrie non euclidienne. Et c'est à ce moment-là que date le moment où je me suis vraiment mis à la géométrie non euclidienne. Avant, je suivais ça de loin. Mais avec cette rencontre, je m'y suis mis vraiment, et on a pu faire la synthèse des différents travaux réalisés précédemment. Et en particulier, s'appuyer sur ce que je vais appeler l'expérience du gaz paresseux pour développer une nouvelle théorie géométrique, un nouveau point de vue sur la courbure, que je vais vous expliquer. Et ça vous permet, comme ça, vous pourrez apprécier le fait qu'on peut comprendre, avec des mots intuitifs, certaines découvertes mathématiques récentes. Ce point de vue, comme je vous le disais, il est l'œuvre collective, en particulier d'une demi-douzaine de chercheurs. Et en même temps que moi je travaillais avec John Lott sur le sujet, il y avait un Allemand, Karl Theodor Sturm, qui développait une théorie similaire avec, pour certaines, un domaine un peu complémentaire d'une autre. On appelle ça maintenant parfois la théorie de Lott-Sturm-Villani, la théorie géométrique qui est née de ça. Donc cette expérience que je vais vous expliquer, c'est un nouveau point de vue sur la courbure qu'on va expliquer en termes de gaz et en termes d'entropie. Un point de vue très différent du point de vue habituel. Ça, c'est le point de vue habituel sur la courbure. Je vous ai parlé tout à l'heure de triangle gras. Vous voyez ici qu'il y a un triangle ici et qui est un peu gras, là, avec il a l'air un peu rebondi. Et ça, c'est la façon dont on pourrait quantifier le fait qu'on vit dans un monde à courbure positive, si c'est le cas. Quand vous observez un phénomène physique lumineux, et les rayons lumineux sont déviés par la courbure, ils vont suivre les courbes géodésiques. Eh bien, quand vous reconstituez la courbe, la trajectoire, quand vous constituez la source lumineuse, vous êtes induit en erreur par cette courbure, de sorte que vous croyez que la source lumineuse est plus grande qu'elle n'est en vérité. Ça, c'est l'interprétation classique de la courbure. Mais maintenant, je vais vous donner une interprétation très différente, qui serait celle qu'on pourrait donner à Boltzmann s'il sortait de sa tombe là et qu'on voulait lui expliquer la courbure. Voici l'expérience. Prenez un gaz avec une certaine densité statistique de position, avec certaines zones de haute densité, de zones de basse densité, et intimez au gaz l'ordre en 1 minute de changer de configuration et d'arriver à une autre densité. Et le gaz vous obéit, mais il n'est pas fou, il va faire ça avec le moins d'efforts possible, comme si c'était planifié pour que l'énergie dépensée soit minimale, parce qu'il est paresseux. Donc on va imaginer ça, et tout au long du processus, entre le temps initial et le temps final, on va mesurer le désordre au sens de Boltzmann. Et si cette courbe, elle est toujours concave, comme sur ce dessin, ça veut dire qu'on est dans un monde à courbure positive. Observez comme les trois concepts viennent se marier. Du fait qu'on est dans un monde à courbure positive, dans cette expérience, si on est dans un monde à courbure positive, les géodésiques ont tendance à se rapprocher. Donc elles doivent d'abord s'écarter pour pouvoir ensuite se rapprocher. Comme vous vous souvenez, sur la surface, sur la sphère, elles avaient d'abord s'écarter puis rapprocher, pôle nord puis pôle sud. Ici c'est un peu le même genre de dessin. Et comme elles sont plus écartées au temps intermédiaire, eh bien le gaz il peut plus s'étaler quoi. Le gaz il est plus étalé. Et le gaz étalé, ça correspond à une entropie plus élevée. Et souvenez-vous de l'expérience du gaz qui envahit toute la boîte, ou des enfants dans la cour d'école. Ils sont plus étalés, le désordre est plus élevé. Et voilà comment
quand on va regarder au fur et à mesure de l'entropie, on va voir cette courbe où l'entropie va avoir tendance à être plus élevée au temps intermédiaire parce que le gaz sera plus étalé, parce que les trajectoires se seront écartées avant de se rapprocher. Donc les trois concepts, la minimisation de l'énergie, la désordre et la courbure, sont liés dans cette expérience. Et c'était le début d'une théorie mathématique où on a dit prenons ça comme définition de la courbure. Et ça vous faisait un nouveau changement de point de vue qui a permis de résoudre certains problèmes en géométrie, certains problèmes en analyse. Voilà, j'en ai terminé avec mon histoire. Ça a été la base, ce point de vue, d'un ouvrage que j'ai écrit sur le sujet, qui est un ouvrage de référence dans le domaine, cet ouvrage de plus de 1000 pages, dont parlait Sec tout à l'heure. Et je terminerai en insistant sur ce fait que ces découvertes scientifiques, très souvent, elles viennent de la rencontre inattendue entre divers individus. Quelque chose de très important, c'est que la rencontre des idées vient souvent de la rencontre des individus. À tel point qu'en mathématiques, on a des instituts entièrement consacrés à faire se rencontrer les gens pour que de nouvelles idées en apparaissent. L'un, c'est l'Institut de Berkeley que visitait John Lott quand il est venu me rendre visite. Et précisément, grâce à l'action de cet institut, notre théorie a pu naître. Un autre, c'est l'Institut Henri Poincaré à Paris que je dirige. C'est un institut dans lequel il n'y a pas de chercheurs permanents, mais on invite des centaines de chercheurs chaque année à venir échanger et à venir discuter. Et on a terminé ainsi, on a pleinement parlé en particulier de la notion humaine dans ce titre, avec la rencontre de ces trois domaines, venant de la rencontre de personnes qui des spécialistes des uns et des autres sujets. Je vous remercie. Est-ce que vous, pour ceux qui veulent, on a un petit peu de temps pour des questions. S'il y en a qui veulent me poser des questions, ou poser des questions aux autres mathématiciens présents ici, on est à votre service. Monsieur, vous avez résolu l'équation de Boltzmann. Pratiquement, c'est une équation qui est de son temps. Je vais savoir comment ça vaut a priori la prédiction. Alors, la question... La question ici, qui est une question très pertinente, c'est de savoir si, pour faire un travail important, pour résoudre une équation physique ancienne, il faut comprendre toute la physique avant de s'y attaquer mathématiquement. Entre parenthèses, tu as dit que j'avais résolu l'équation de Boltzmann, c'est pas vraiment vrai. J'ai démontré certains théorèmes sur l'équation de Boltzmann, mais pour ce qui est de la résoudre, et encore, on pourrait discuter longuement pour savoir ce que dire résoudre. Dans mon cours à Hambourg, l'étudiant de Haïm Sénégal, justement, on passe du temps à se demander ce que ça veut dire résoudre une équation. Et selon les personnes, ça peut vouloir dire des choses différentes. Mais effectivement, j'ai apporté des résultats nouveaux sur l'équation de Boltzmann et on peut se demander, est-ce qu'il faut d'abord commencer par comprendre le sens physique et tout ce qui a été fait sur les 200 ans passés? La réponse, c'est pas forcément, mais ça aide. Ça peut aider d'avoir le sens physique, ça peut aussi induire en erreur des fois. On trouve toutes sortes de choses. Certains mathématiciens